Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le bilan de faillite chez Gallimard de notre invité, l'écrivain et philosophe Régis Debray. Appelons-le figure de la vie intellectuelle française, un pédigré dont il se moque avec humour dans ce nouvel essai. Dans cette lettre à son fils, celle d'un homme de 76 ans à un garçon de 16 ans. Un court texte où il dit renoncer à toute ambition d'influence. Il déclare par ailleurs coincé entre le tout économie et le tout image qui font la paire. Les gens de mon espèce ne peuvent plus faire, avec leur gribouillis, que des ronds de fumée. Au même moment, l'édition en folio, ce mois-ci, de votre civilisation, comment nous sommes devenus américains, reparaît, une réflexion sur l'hégémonie culturelle américaine et son influence sur la civilisation européenne. Une réflexion qui a aussi produit une série d'émissions l'été dernier sur France Culture, devenue livre avec les éditions Autrement, France-Amérique, un échange de bons procédés, est paru en février dernier. Bonjour à vous, Régis Debray. Bonjour. Il y a une phrase qui dit presque tout dans ce court essai. Vous dites « Je te souhaite », c'est à votre fils que vous parlez, je te souhaite de croire en quelque chose et pas seulement d'accumuler des connaissances. On ne sort des clous qu'avec un indémontrable chevillé au corps. Et si tu ne veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve-toi ou préserve en toi la part du feu. Je veux dire d'une foi, d'une ferveur, d'un élan. Ce combustible-là, Régis Debray, vous ne l'avez jamais perdu, il ne s'est pas éteint. Vous continuez à croire en quelque chose? Écoutez, disons que la clairvoyance est un péché de vieillesse et je me sens assez vieux pour produire une sorte de bilan, de retour sur le passé, et je constate que mes meilleurs moments ont été des moments de croyance messianique, disons, millénariste. On dit aujourd'hui révolutionnaire. Donc, je ne renie rien, je ne me désavoue pas. Simplement, je n'ai plus les moyens de ce passé et de façon générale, ce n'est pas de moi dont il s'agit, c'est d'une époque qui a tourné la page. Enfin, qui a tourné la page de la page, qui veut de l'image. D'une époque ou d'une génération? Il est advenu une nouvelle génération et une nouvelle époque avec un changement de milieu technique, un changement d'infrastructure où, pour aller vite, il est important de se faire voir et de se faire entendre plutôt que de se faire lire. Il y a donc, je pense, une bascule, effectivement, qui s'est faite de l'intellectuel vers l'émotif et, je dirais, du projet vers l'optique, c'est-à-dire l'émotion produite par une image, par des images. Autrement dit, je crois que l'heure est au publicitaire, l'heure est aux spin doctors, mais l'heure aussi est aux photographes et aux cinéastes. C'est une photo toujours qui déclenche les décisions politiques. Mais Madame Merkel n'aurait jamais n'aurait jamais pris sa décision d'accueillir tous les immigrés sans la photo du petit émigré. Et l'âne sur les plages ballotté sur une vague. L'histoire se poursuit quand même, Régis Debray. Elle a toujours toutes ces dimensions qui n'ont pas disparu. C'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espérance possible? Non, c'est pas vrai du tout. Elle n'a plus de mémoire et elle n'a plus de perspective. La disparition de l'avenir est une chose notable. Vous connaissez, vous, un parti... Enfin, il n'y a plus de parti, d'ailleurs. Il y a des start-up, il y a des entreprises, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des mouvements, mais... un parti idéologiquement structuré, avec une vision de l'avenir, avec une vision de ce qui est à accomplir. Non, nous vivons dans le marketing de l'instant. Il reste les religions? Alors oui, effectivement, disons que l'assèchement des mythologies séculières a produit une remontée de ce qu'on peut appeler les refuges identitaires que sont les religions, ou en tout cas des images d'un avenir appuyé sur une longue mémoire. Mais aujourd'hui, effectivement, comment dirais-je,
l'économisme, puisqu'on ne parle plus de politique aujourd'hui. La politique n'a plus de rapport avec la pensée, elle a de rapport avec des chiffres, elle a de rapport avec un moment économique, elle a de rapport avec des statistiques. Bon, les statistiques, c'est du présent. Nous vivons dans le présentisme du chiffre. Est-ce que l'histoire a dit son dernier mot, ou quel est le fin mot de l'histoire? Vous citez aussi dans Bilan de faillite, Régis Debray, Walter Benjamin, de tout ce qui jamais advint, rien ne doit être considéré comme perdu par l'histoire. Oui, il ne faut pas exclure des résurgences, je dirais des remontées, des retours. Voyez-vous, je prends toujours l'exemple de Byzance. La Grèce a été vaincue par Rome, elle disparaît de la carte, et puis Rome meurt et renaît Byzance, c'est-à-dire la culture grecque, pendant 1000 ans. Voilà. Il n'est pas exclu qu'on recommence à parler français, par exemple. Moi, je ne l'exclus pas du tout, qu'on recommence à voir dans le métro des affiches en français. Moi, je ne vois que des affiches pour le moment en anglo-américain. Mais ça aura peut-être une fin. André Wilms est resté à nos côtés. D'ailleurs, vous avez souvent dit, André Wilms, que vous avez fait du théâtre parce que vous vouliez pouvoir rencontrer des grandes figures intellectuelles. On en a eu une avec Régis Debray, et pour changer le monde aussi. Est-ce que vous pensez, comme Régis Debray, que votre génération a failli? Ma génération, peut-être pas, mais en tout cas, on a failli. Oui, je partage entièrement le point de vue de Régis Debray là-dessus. J'aime beaucoup le gribouille. Le gribouille, on tournait la page de la page. C'est-à-dire, c'est vrai que... C'est marrant, parce que je peux vous donner un exemple assez concret. Avant, quand je jouais au théâtre, les enfants, ils jetaient des avions comme ça. Et maintenant, je vois tous les rangs devenir bleus. C'est-à-dire, ils regardent leur machin. Et donc, tout d'un coup, avant, c'était les vieilles dames qui avaient les cheveux bleus. Maintenant, c'est tous les jeunes gens deviennent bleus. Ils regardent leurs écrans de téléphone portable. Ils regardent leurs écrans de téléphone portable. Là, t'as perdu. Qu'est-ce que tu veux? Et ils ne supportent plus le silence. Et ils supportent plus quand ça va doucement. Ça, c'est clair. Oui, alors je vais vous consoler, mon cher ami. Merci. Attendez-vous au pire, là. Pas du tout. Non. Nous n'avons pas failli. Nous avons changé de musique, c'est-à-dire de milieu technique. Vous savez, Céline disait, ce n'est peut-être pas une référence, mais Céline disait, la musique du temps change et n'est jamais la même d'un siècle à l'autre. Nous, moi par exemple, mais peut-être vous aussi, moi je savais manier les instruments de l'orchestre d'hier, c'est-à-dire la poésie, le roman, la dissertation, l'essai. Et puis aujourd'hui, l'ingénierie du symbolique a changé. Et donc, les supports matériels de notre activité intellectuelle ont changé. Et c'est pas de notre faute. C'est en quoi je voudrais vous consoler. Oui, simplement, on se trouve dans une sorte de hiatus chronologique, si vous voulez, où on a été éduqué, enfin moi j'ai été éduqué, formé dans le moule de ce que j'appelle la graphosphère, c'est-à-dire le culte de l'écrit ou de la page. Et puis nous voilà tout à coup dans la vidéosphère où il faut occuper les écrans. Il faut, pour influer, aller chez Rouquier le samedi soir. Il faut devenir un showman. Il faut faire scandale. Et donc, c'est un autre tempo. Ce sont, si vous voulez, ce sont d'autres résonances. C'est une autre grammaire. Donc je crois que nous ne sommes pas des criminels. Non. Nous sommes, comment dirais-je, des inadaptés sociaux. Moi, je suis un inadapté social et je le regrette. Régis Debray, chaque génération a une obligation de moyens. Est-ce qu'elle a pour autant une obligation de résultat? Non, le résultat est toujours évidemment inégal et pour le moins décevant. Donc est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère avec vous-même et votre génération dans ce bilan de faillite? Oh bah non, honnêtement. D'abord parce qu'il y a tout de même un phénomène historique. C'est que l'élan révolutionnaire, c'est-à-dire la révolution en tant que mouvement, en tant qu'élan, suscitait l'adhésion, mais la révolution en tant que résultat ou en tant que régime ne suscite pas l'adhésion. Donc nous avons bien dû prendre note que
que les fruits n'ont pas dépassé la promesse des fleurs, comme on disait sous la Renaissance. C'est-à-dire que les fruits sont amers et les fleurs étaient belles. Donc, ça, c'est un phénomène historique. Ça a été un peu, si vous voulez, la démonstration du XXe siècle, qui n'a pas, je dirais, comblé les vœux du XIXe, dont nous étions les héritiers. Donc ça, c'est un fait. Et par ailleurs, c'est vrai que nous avons été, comment dirais-je, serviteurs de quelques ismes. Quand on était juif, on était sioniste. Quand on était socialisant, on était communiste. Quand on était catho, on était un peu nationaliste. Et puis quand l'isme se concrétise, on est bien forcé de prendre acte que c'était pas ce qu'on imaginait. Mais surtout, moi, si vous voulez, en tant que producteur de représentation, parce que qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est un fournisseur de représentation. Bon. Et je constate, que la politique a coupé les ponts avec, on peut dire, la pensée, le projet, ou l'utopie, ou la réflexion. Que produire une réflexion aujourd'hui n'intéresse plus que les gens réfléchis, mais les actifs s'en foutent. J'ai jamais vu un ministre candidat à un ministère ou ex-ministre lire un livre théorique. Je veux dire, il regarde d'abord BFM TV. Bon, ça c'est un fait. Donc nous, on est devenus complètement, je dirais, inutiles, superflus. Des gens comme moi, on n'intéresse plus que des gens comme moi, c'est-à-dire une toute petite minorité, que France Culture nourrit chaque jour, et c'est très bien, on vous en est très reconnaissant, mais je crains que ce soit plutôt les chaînes d'infos continues qui modèlent les décideurs. Donc voilà, moi je suis un adepte de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, je crois que l'être humain s'adapte à son milieu. Le milieu n'est plus naturel, il est devenu technique, c'est l'anthropocène. Et avec le nouveau milieu technique, je ne sais pas faire. Et des gens comme moi sont un peu décrochés, si vous voulez. Alors je prends acte de ça, mais je ne me plains pas. Non, vous dites je dis que c'est naturel. Victime d'obsolescence programmée, quelque part. Vous n'êtes plus compétitif. Non. Ce nouveau monde, Non. c'est pas que vous l'aimez moins que le précédent, c'est que vous ne le comprenez pas. Et je vais juste vous citer Régis Debray dans ce nouvel essai qui vient de paraître, Bilan de faillite. Vous écrivez « Je te passe les déboires », vous parlez à votre fils, je le rappelle, « Je te passe les déboires côté état de service personnel, avoir raté au Chili l'enlèvement de Barbie, vainement attendu le Québec libre, échevènement président, que le siège des Nations Unies quitte New York pour Jérusalem, cité universelle comme je l'avais préconisé, et que le programme du Conseil national de la résistance sorte un jour de l'oubli. Tous les bilans de faillite, sache-le, ne sont pas délictueux ni frauduleux. Le mien se nomme Le Train du Monde. Oui, c'est pourquoi ce livre n'est pas une confession, c'est un constat. Et un constat assez drôlatique d'ailleurs, parce qu'il y a un tel hiatus entre ce que nous avons voulu faire et ce qui s'est effectivement fait, que, je veux dire, il y a place pour ce qu'on appelait la politesse du désespoir. Mais somme toute un peu désabusé, drôlatique mais désabusé. Vous êtes bien en peine de conseiller votre fils de 16 ans lorsqu'il s'agit pour lui de faire ses choix à la fois de filière, alors entre la L, la ES et la S, je crois qu'on dit comme ça aujourd'hui, Régis Debray, mais également sur comment peut-il imaginer son avenir, quelle place peut-il prendre et avoir dans ce nouveau monde. Ah, écoutez, je lui déconseille... Beaucoup de choses. Non, je lui déconseille les études littéraires et les sciences politiques, ou les pseudo-sciences politiques. C'est de la blague, bien entendu. Et je lui conseille fortement de s'attaquer aux choses sérieuses, c'est-à-dire scientifiques et techniques. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit cinéaste, parce que je crois qu'un cinéaste peut modifier l'opinion, peut influer sur l'esprit des gens, parce qu'il touche leur corps, c'est-à-dire leurs sensations, par la musique et par l'image. Mais s'il n'a pas choisi de faire la Fémis, je suis ravi qu'il se dirige vers l'aéronautique ou l'astrophysique. Là, c'est des choses sérieuses. Donc,
qu'il abandonne les ismes et qu'il se lance dans les ics. Et du moment qu'il ne devienne pas le Chief Happiness Officer de Google. Parce que ça veut dire quoi? Un voyage en business class ou une marque de blouson reste une contrefaçon à côté des bouffées d'oxygène qu'offre à de rares moments l'adhésion à une cause, avec un grand C, poussé jusqu'à l'oubli de soi. André Vils, le cinéma, ça reste un des espaces pour vous aujourd'hui où l'on peut réveiller, éveiller, toucher les consciences? Je crois quand même, oui, il y a encore un espace de... Il se rétrécit, hein, c'est clairement, il se rétrécit, mais il y a encore quelques espaces de liberté dedans. Mais je voulais vous poser une question. Quand Walter Benjamin dit « la révolution s'épuise dans son geste même », est-ce que c'est ça? Écoutez, la révolution pour Benjamin, c'était l'avenir. Et il avait l'idée, au fond, que rien n'était perdu, qu'il y avait toujours des reprises possibles à l'avenir. Il n'en a pas vu pour lui-même, puisqu'il s'est tué à Port-Bou. Il était fatigué, tout simplement. J'ai fait un livret d'opéra sur la mort de Benjamin. Je suis allé à Port-Bou, j'ai fait le pèlerinage, j'ai traversé, comme lui, la chaîne de montagnes entre la France et l'Espagne. Et disons, Benjamin, a tenté de réussir un doublé impossible, qui est le mariage de la lucidité et de l'enthousiasme, c'est-à-dire de l'activité militante pour l'enthousiasme et de la lucidité critique pour l'intelligence. Il a constaté que ça ne marchait pas. Régis Debray, quand même, j'ai le sentiment que je ne sais pas comment votre fils prend vos conseils, mais votre discours peut être entendu. Un peu, mais il m'en veut pas. Votre discours peut être quand même entendu de deux façons. C'est-à-dire, ou bien vous dites, voilà, bon, les temps ont changé. Avant, il y avait ça, maintenant, il y a d'autres moyens, mais d'une certaine façon, il ne s'agit qu'un changement de méthode. Voilà. Mais malgré tout, là-dessus se surajoute la deuxième couche interprétative que vous ne pouvez difficilement nier, de dire, quand même, on perd quelque chose, la chose s'est dégradée, on est en train d'abandonner quelque chose de fondamental pour l'humanité. Voilà, il y a quand même toute cette coloration qui est donnée. Donc c'est un petit peu, vous voyez, est-ce que c'est neutre ou est-ce que c'est malgré tout considéré comme négatif, cette évolution? Écoutez, chaque médiasphère, c'est-à-dire chaque environnement technique, stimule dans le mammifère humain des zones cérébrales différentes. Donc nous, on sait à peu près ce qu'on perd actuellement. Par exemple, je suis frappé par l'émoussement des sensations littéraires. Mais je suis frappé également par l'acuité de nos sensations visuelles, par l'acuité quand si vous voulez, vous regardez un film de 1920, mais un film d'aujourd'hui, un cinéaste d'aujourd'hui peut, en 3 plans, faire comprendre des choses qui nous auraient fallu 10 minutes pour comprendre il y a 50 ans. Donc, effectivement, on sait ce qui s'en va, on ne sait pas encore très exactement ce qui est propulsé, ce qui est revitalisé, mais je pense qu'aujourd'hui, on a sans doute gagné en rapidité, en réactivité, peut-être aussi en scepticisme. Enfin bref, voilà. Non, je pense que c'est la fin de la pensée. C'est non, embêtant, je ne crois pas du tout. C'est la fin des modes d'expression et de production de la pensée. Et je dirais tout de même, je suis frappé par le retour du corps, si vous voulez, dans dernier numéro de la revue que je dirige s'appelle Le Code et la chair, et on veut réfléchir sur le paradoxe qu'il y a de plus en plus de dématérialisation et de demande d'incarnation. C'est-à-dire que le monde des algorithmes suscite un besoin de présence charnelle, d'où le retour de la danse dans le spectacle, du live, du direct dans les transmissions, un besoin d'incarnation, si vous voulez. Donc c'est vrai que les idées générales déclinent ou s'affadissent, mais qu'il y a un grand essor pour des sensations physiques, auditives, visuelles que nous n'avions pas. De même, le retour de l'individu, parce qu'un individu, une idée générale,
ça ne peut aller que par l'écrit. Hein. Vous pouvez parler de la France par écrit, mais si vous voulez parler du français, vous avez intérêt à lui tendre un micro et à le présenter sur un écran. Donc nous avons besoin de cette individuation des symbolismes flous, si vous voulez. Donc je ne sais pas encore quel sera le bilan final. Moi, je fais simplement un bilan de faillite personnel. Mais bon, et le bilan de faillite, je crois pouvoir d'une certaine génération de gens éduqués dans le latin grec, de lettrés, de gens qui lisaient le Capital de Marx et qui se disputaient sur la page 32. Aujourd'hui, ça ferait rire, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas ce qui va naître, mais je suis sûr qu'il renaîtra quelque chose. L'homme n'est pas une cause perdue, c'est une passion inutile, comme disait l'autre, mais c'est pas une cause perdue, parce qu'il y a des besoins humains qui, je crois, se renouvellent. Alors on peut dire que ça se répète, c'est toujours la même chose, mais on peut dire aussi que ça se ventile, c'est pas toujours la même chose. Donc voyez-vous, je ne déplore rien, je ne dénonce rien, je ne me plains de rien, je constate simplement disons que je sais jouer du luth, mais je ne peux pas jouer de la guitare électrique. Voilà. Et vous écrivez, je tiens... pourrais jouer du clavecin, éventuellement. Le clavecin de la poésie française, le clavecin Paul Valéry, etc. Mais je ne suis pas compétitif avec Johnny Hallyday. Et je constate que 3 présidents de la République se sont alignés devant le cercueil de Johnny Hallyday, mais que devant le cercueil de Pierre Boulez, il n'y avait personne. Voilà, personne. Aucun membre du gouvernement. Aucun membre du gouvernement. Même pas le ministre de la Culture qui n'a pas jugé bon de se déplacer. Voilà, moi je dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Je dis en tout cas, c'est pas mon monde. Donc je m'en vais. Voilà. Je tiens qu'il faut voir et dire le monde tel qu'il est, sans valeur ajoutée, pour être honnête avec soi-même et les autres, mais qu'il faut le voir tel qu'il n'est pas pour oser le changer et y instiller un peu plus de justice. Ça, c'est vous aussi qui l'avez écrit, Régis Debray, dans votre bilan de faillite qui paraît chez Gallimard. À nos côtés aussi, jusqu'à 13h30, le comédien André Wilms. France Culture, il est 13h18. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Nouveau numéro de la revue Médium que vous avez fondé, Régis Debray, vous l'évoquiez sur le corps. Dernier numéro de la revue Médium sur le siècle du smartphone. Avant-dernier numéro de la revue Médium, nouveau pouvoir, nouvelles servitudes. Vous évoquiez la figure du chef à l'instant, de ces présidents qui se succèdent. Les figures d'autorité, en quoi ont-elles aussi été transformées aujourd'hui par l'époque, par cette révolution numérique qu'on est en train de vivre ? Ça fait 1 an maintenant qu'Emmanuel Macron est à la tête de la France, à l'Élysée. On nous parle beaucoup de verticalité. Est-ce que vous pensez, Régis Debray, qu'on est vraiment dans une époque qui a besoin de verticalité, d'une nouvelle autorité ? Ah oui, mais il est assez intelligent pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il sait qu'un chef d'entreprise, et pour lui la France est une entreprise, a besoin d'une référence symbolique, a besoin de quelque chose qui dépasse le monde des chiffres et du rendement. Et donc, il est à la recherche d'une verticalité, c'est certain. Et je peux dire que c'est une recherche qui l'honore, en un sens. Simplement, elle reste chez lui très, très verbale ou très décorative. Mais en tout cas, il va la chercher du côté des religions. Il ne va pas la chercher du côté de l'histoire, parce que... Quand même, il fait référence précisément au roi de France, etc. Il prétend incarner cette dimension-là aussi. Oui, je pense que c'est chez lui plutôt un vœu qu'une conviction, mais en tout cas, le vœu répond à un besoin objectif, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, nous sommes... en quelque sorte coupé des majuscules, quoi. Nous vivons dans le minuscule, dans les médias, dans le quotidien, dans le bilan comptable, si vous voulez. Et c'est un comptable intelligent qui sait que la comptabilité, ça suffit pas. Quand il parle de transcendance,
Qu'est-ce qu'il veut dire alors si c'est un comptable ? Il sait très bien que, d'abord, c'est un joli mot. Hein, on ne lui demande pas d'expliquer, de savoir ce que ça veut dire, parce qu'il utilise beaucoup de clichés, n'est-ce pas ? Dire que l'histoire est tragique, c'est enfoncer une porte ouverte, les banalités qu'on trouve dans les copies de baccalauréat. Mais quoi qu'il en soit, il y a chez lui, enfin moi je le connais pas, hein, et puis je vous avouerai, je m'en fous, hein, complètement. Ce régime ne m'intéresse pas. Mais je constate que le patron de ce business a conscience que la politique ne peut pas être qu'un business. Même s'il n'est pas mauvais dans le business, c'est, je crois, peut-être déficient en politique, en tout cas dans les enjeux historiques, puisqu'il épouse, semble-t-il, où il va sur les brisées de M. Trump, pour qui la transcendance n'est pas une préoccupation principale. Parce qu'il faut du courage. Est-ce qu'on peut avoir du courage dans une démocratie d'opinion ? Ça, c'est le vrai problème, hein, que Malraux se posait à la fin de sa vie, quoi. Hein. C'est-à-dire, la légitimité, c'est la majorité, donc c'est l'opinion majoritaire. L'opinion, ça se fabrique. Il y a pour ça la télévision, les journaux, enfin tout ce conditionnement technologique. Et est-ce qu'on peut aller contre ce qui fait consensus, quand le consensus devient compact ? Ça manque d'air. Moi, je trouve, si vous voulez, qu'on manque d'oxygène. Et c'est pourquoi je crois que le rôle de l'intellectuel, enfin, engagé, comme on disait, enfin, quand l'engagement était un risque et pas encore une carrière, et je crois que cet engagement, si vous voulez, n'a plus de prise, parce que on s'engage toujours contre, et être contre ou en dehors du consensus aujourd'hui, disons, penser à côté du bocal est devenu, je dirais, difficile et sans doute stérile. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous vous placez en retrait, Régis Debray, ou voire que vous vous mettez d'office en pré-retraite. Pré-retraite, j'aime bien, j'ai fini la pré-retraite. Je suis Vous êtes dans la pleine retraite. La vraie retraite, même si elle est financièrement un peu déficitaire. Mais effectivement, je me sens... Mais vous savez, je suis pas une victime, simplement, je vous répète, je ne colle pas avec mon temps, et voilà, donc mon temps est fini. Disons, il est moribond, mais on peut le prendre avec une certaine gaieté. On peut le prendre parce que c'est assez drôle, si vous voulez, tous les malentendus, voilà. Mais est-ce que vous pouvez pas apporter quelque chose à ce temps, malgré tout, du point où vous en êtes, vous ? Non, je crois qu'il faut faire chambre à part, si vous voulez. Il faut faire chambre à part avec son époque. C'est pas que vous la boudez, c'est qu'elle vous boude, tout simplement. Et voilà, mais je lui en veux veux vous pas. entend beaucoup quand même. Vous avez une parole dans Grâce l'espace à public. France Culture. Et à d'autres aussi. Et à d'autres chaînes publiques. Le Figaro aussi, pardon. Et le Figaro qui me fait le plaisir de m'ouvrir ses colonnes, mais aussi d'autres aussi. Effectivement, pourquoi ? Parce que c'est vrai que la fausse note peut avoir son intérêt. Et dans un concert où tout est bien huilé, quelqu'un qui vient faire des gaffes peut encore retenir l'attention. Mais soyons sérieux, c'est du bouche-trou. Disons, c'est un accompagnement sans importance. Il n'y a pas que la mort qui gagne, il y a aussi le fric qui est immortel. Écrivez-vous, Régis Debray. Les tentatives d'inventer un contre-pouvoir dans la société ou une contre-société face à l'argent maître ont échoué les unes après les autres, certaines se révélant pires que le mal. J'aimerais qu'on en revienne à cette génération, comprendre de quoi vous êtes aujourd'hui, vous, les comptables, en termes de dette et non pas en termes de finances. Régis Debray, votre génération, celle de mai 68, même si vous avez été empêché au moment des événements. Je vous propose juste d'écouter les mots de Jean-Pierre Le Goff sur l'héritage impossible de mai 68. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était, j'allais dire, une belle histoire racontée aux enfants, c'est-à-dire une histoire racontée par les vainqueurs. En gros, pour résumer un peu à l'époque, c'était en 98, régnait encore cette idée, finalement,
Les 68ards, c'était des révolutionnaires, ils ont compris vite les choses et se sont transformés rapidement en des modernisateurs qui d'ailleurs sont devenus très fiers et qu'on a vu beaucoup dans les médias, quoi, hein. Donc ils ont modernisé la France, le projet au départ n'était pas le bon. Alors il y a quelque chose de vrai dedans, mais ça mettait totalement de côté les impasses, les gens qui sont restés sur la touche, la part de nihilisme, je dis pas du tout la totalité, mais il y avait une part de nihilisme dans mai 68, et c'est ce que j'avais appelé une histoire belle racontée aux enfants. Au même moment, sous le mitterrandisme triomphant. C'est-à-dire on va voir arriver la reconversion d'un certain nombre de gens à l'intérieur même du Parti socialiste. Alors ça, c'était en 98. Aujourd'hui, je crois qu'il peut y avoir un mouvement de balancier inverse, où depuis un moment, je pense notamment à Nicolas Sarkozy, il faut liquider 68. Je trouve totalement absurde, on liquide pas un événement historique, enfin bon. Et il y a toute une relecture, je dirais de droite, conservatrice, de jeunes conservateurs que je connais personnellement, que j'estime pour leur critique du nouvel air du temps, parce que j'estime qu'au passage, ils critiquent pas mal de choses qui sont tout à fait vraies, mais ils opèrent une lecture rétrospective qui ne comprend plus l'événement et qui impute à l'événement des effets qui viennent après 68. Voilà, ce sont aussi vos années et vos combats, Régis Debray, André Wilms, qu'on revisite aujourd'hui. Mai 68, d'abord sublimé, puis déprécié, avec un héritage ou une mémoire qui est complètement brouillée de cette décennie, tournant aussi en France. Qu'est-ce que vous imputez aujourd'hui, Régis Debray, à l'événement? Est-ce que mai 68 a laissé des traces positives sur cette époque que nous vivons? Oui, bien sûr, des effets de libération, de décompression évidents, notamment dans la société civile. Mais voyez-vous, vous parliez de la mémoire de 68. Moi, je suis très frappé que cette mémoire, c'est une imagerie. C'est à l'école des Beaux-Arts qu'on la trouve aujourd'hui. Cohn-Bendit doit son aura non pas à des textes ou à des discours, mais à une photo. C'est Gilles Caron qui a construit cette figure. C'est-à-dire à un moment donné, où, quand il se retourne devant le CRS, c'est une photo magnifique. Mais il fallait qu'un photographe soit là. Et il avait vu le photographe. Et il savait que cette photo aurait beaucoup plus de poids qu'une thèse de doctorat. Donc, effectivement, alors que, excusez-moi, de 1789, de 1848, on a des mots, on a des textes, on a des discours. Donc là, voilà, je crois que dans mon langage à moi, 68 a été le moment du passage de ce que j'appelle la graphosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire au fond à l'éviction de l'énergie du verbe remplacé par la force d'entraînement des images, ce que les acteurs de 68 ont parfaitement compris. C'était des acteurs d'ailleurs, comme on les appelle à juste titre, ce n'étaient pas des auteurs.